pulmonaire, puisque dans la nouvelle classification, on va voir la différence entre ce qui est une atteinte primitive du lit artériolaire pulmonaire qu'on appelle l'hypertension artérielle pulmonaire, par opposition à l'hypertension pulmonaire qui est la conséquence d'une pathologie autre qui vient retentir sur l'arbre vasculaire pulmonaire. Donc tout d'abord, un petit rappel embryologique pour dire que le poumon est un dérivé de l'intestin primitif et très précocement, dès J22, eh bien, l'entoblaste va donner naissance à un bourgeon pulmonaire sur la face antérieure de l'intestin primitif et ce bourgeon va très vite se différencier en futures bronches souche droite et bronches souche gauche avec d'emblée une latéralisation puisque dès J30, le poumon droit sait qu'il aura 3 lobes et le poumon gauche n'en aura que 2 du fait de la place occupée par le cœur. Donc les phases du développement embryonnaire du poumon, il y en a 4 ou 5, les 2 dernières ayant été regroupées ces derniers temps. Donc à un stade très précoce, des 4 à 6 semaines, c'est le stade dit embryonnaire où les bronches souches vont se mettre en place avec des divisions dichotomiques des bronches pour donner les futurs lobes. Et très précocement, les artères et les veines se mettent en place au contact de l'arbre respiratoire. Entre 6 et 16 semaines, c'est le stade que l'on appelle pseudoglandulaire, et on va voir sur un exemple pourquoi est-ce qu'il porte ce nom de pseudoglandulaire. C'est l'organisation architecturale des bronches qui donne un aspect de glande par la précision et surtout la différenciation des cellules qui vont être des futures cellules sécrétrices puisqu'elles vont libérer du mucus. Entre 15 et 25 semaines, c'est le stade canaliculaire où là, à proprement parler, il va y avoir une vraie autonomisation des lobules pulmonaires avec des cellules qui vont commencer à libérer le surfactant et c'est donc au terme de ce stade-là canaliculaire que le poumon va pouvoir éventuellement assurer sa fonction respiratoire et c'est le stade à partir duquel un enfant prématuré va pouvoir survivre parce que son unité respiratoire va devenir fonctionnelle. Et au-delà de 24 semaines, eh bien, ça va être un stade de maturation, le stade saculaire et le stade alvéolaire, où les futurs échanges alvéolo-capillaires vont s'affiner avec un affinement justement de la paroi alvéolaire et de la paroi alvéolo-capillaire qui vont venir fusionner pour permettre les échanges au plus proche de la période postnatale et de l'utilité à l'adaptation à la vie extra-utérine. Donc ces stades-là de développement, eh bien, on voit en noir et en rouge que le développement est tout à fait synchrone entre l'arbre aérien et l'arbre vasculaire et on va avoir ces différents stades qui vont permettre une maturation du poumon et on voit que les stades... Ça va? Oui, on vous écoute très bien, on vous entend. Bon, bah parfait. Donc, à partir du stade dit canaliculaire, eh bien, on voit que l'architecture du poumon ici commence à prendre l'aspect des alvéoles avec une multiplication de la surface d'échange et cet espace ainsi en alvéoles dentelés comme ceci, eh bien, augmente considérablement les surfaces d'échange alvéolo-capillaires. Donc, le poumon, en fait, on s'aperçoit que le poumon, au terme de ces stades, eh bien, il est long terminé en fait sa croissance et sa maturation et en postnatal, la maturation vasculaire et la maturation alvéolaire se poursuivent et c'est la raison pour laquelle il est très très important de comprendre comment optimiser cette maturation pour éviter qu'elle ne soit altérée et notamment lorsqu'un enfant prématuré a une anomalie d'alvéolarisation en fait inhérente à sa prématurité, eh bien, si les échanges se font mal, s'il n'y a pas suffisamment d'oxygène, eh bien, la maturation vasculaire sera d'autant plus altérée et c'est ce qu'on va essayer de comprendre dans une partie de ce cours. Alors, bien entendu, il y a la formation du poumon, mais le poumon, eh bien, pour se former, il faut qu'il y ait un contenant, et ce contenant, eh bien, il est capital, et tous les facteurs extrinsèques peuvent interférer sur cette formation du poumon. Et lorsqu'il y a des anomalies du squelette, des anomalies du diaphragme, telles que des hernies diaphragmatiques, des omphalocèles ou un espace thoracique anormal ou même une quantité de liquide qu'il soit en excès dans un hydramnios ou par défaut dans un oligoamnios, eh bien ça va retentir sur le développement pulmonaire également.
Alors, une fois que ce poumon est formé, eh bien, il va y avoir la mise en place de cette circulation fœtale. Et cette circulation fœtale, elle est très particulière puisque au niveau du poumon, eh bien, l'oxygénation n'est pas assurée au niveau pulmonaire, il est assuré au niveau placentaire. Donc, le débit pulmonaire in utero est extrêmement faible puisque le poumon n'a pas de raison d'être vascularisé puisque les échanges alvéolo-capillaires ne se font pas à ce niveau-là encore. Donc, le débit pulmonaire est très faible, de 3% environ du débit complet, du débit total en début de grossesse, et n'atteignant guère que 20 ou 25% du débit en fin de grossesse. Les pressions pulmonaires sont élevées in utero, les résistances vasculaires pulmonaires sont élevées in utero, et les pressions dans le ventricule droit et dans le ventricule gauche sont égales. Donc la circulation fœtale est une circulation très particulière et très différente de celle que l'on va observer en postnatal. La circulation transitionnelle, eh bien, qu'est-ce qu'il se passe lorsque l'enfant naît? Eh bien, on va passer de cette circulation fœtale représentée ici à gauche par des artérioles extrêmement épaisses avec une média augmentée, une lumière vasculaire extrêmement réduite, à une circulation postnatale où ces artérioles pulmonaires vont devoir s'ouvrir complètement pour assurer un débit pulmonaire égal au débit systémique. Donc on va passer d'une circulation fœtale dans laquelle le débit pulmonaire est très faible à une circulation postnatale dans laquelle le débit pulmonaire devient égal au débit systémique. Donc in utero, la circulation et l'oxygénation est assurée au niveau du placenta. Le sang oxygéné va arriver par le ductus venosus à l'oreillette droite. Un tiers de ce débit va traverser le foramen ovale pour atteindre l'oreillette gauche, puis l'aorte ascendante, et 2 tiers vont emprunter la tricuspide, le ventricule droit et l'artère pulmonaire. Simplement, ce débit va être confronté d'un côté aux artères pulmonaires qui ont une lumière très réduite et des résistances extrêmement élevées, et d'un autre côté au canal artériel qui est largement ouvert et qui est soumis, lui, aux résistances placentaires très basses. Donc, le sang va aller là où il est le canal artériel, et ça tombe très bien puisque cette partie oxygénée du sang va rejoindre l'aorte descendante par le canal artériel. Donc tout le sang oxygéné qui arrive du placenta va emprunter pour une partie le foramen ovale pour gagner l'aorte ascendante et l'autre partie le canal artériel pour regagner l'aorte descendante et ainsi assurer l'oxygénation titulaire du fœtus. À la naissance, on va couper le cordon ombilical et on va donc demander au bébé, sous l'effet, sous l'impulsion de la respiration, d'assurer brutalement l'oxygénation par ses propres moyens, c'est-à-dire par son poumon. Donc on va demander au poumon d'assurer la totalité du débit et pour cela, eh bien, on va voir une restructuration des artérioles pulmonaires qui vont s'ouvrir pour permettre une augmentation du débit. Je vous ai rappelé ici les lois de Poiseuille, le débit et les résistances sont inversement proportionnelles au diamètre du vaisseau élevé au carré ou au rayon à la puissance 4. Donc vous voyez bien qu'entre l'artériole de gauche et l'artériole de droite, la lumière vasculaire est considérablement augmentée après la naissance, permettant une chute dramatique des résistances vasculaires pulmonaires et permettant ainsi au débit pulmonaire de prendre sa place et d'assurer une circulation en série. Donc, à la naissance, on voit aussi ainsi les débits que vous avez représentés sur le schéma de droite, les pressions pulmonaires, au milieu, le débit pulmonaire, et en bas, les résistances vasculaires pulmonaires. Et on voit très bien les modifications extrêmement brutales qui surviennent à la naissance, et on voit que déjà in utero, les résistances vasculaires pulmonaires commençaient à baisser. En fait, la circulation pulmonaire se prépare à la naissance dès le dernier mois de grossesse. Donc, ce qui se passe en fin de grossesse est très important et c'est la raison pour laquelle il faut tout faire pour maintenir un bébé à terme, parce que ce qui se passe en fin de grossesse, il y a certes la maturation pulmonaire et la maturation de la circulation pulmonaire qui se prépare à la naissance en baissant progressivement les résistances vasculaires pulmonaires, mais vous voyez bien que c'est au moment de la naissance que ces résistances vont baisser de façon dramatique, et on voit, là encore, je vous ai représenté l'artériole fœtale à gauche, l'artériole postnatale à droite, et on sait que sur les expériences animales, en 5 minutes de respiration, eh bien, une artère va s'ouvrir considérablement sous l'effet de l'oxygène et sous l'effet de l'expansion pulmonaire par la respiration.
Donc, le débit peut ainsi passer de 10% à 100% du débit systémique. Les résistances vont baisser dès les premières minutes de vie et vont se prolonger dans les premiers jours ou premières semaines de vie grâce à une restructuration de ce lit artériolaire pulmonaire. La maturation de ces artérioles pulmonaires, on sait que certains nouveau-nés, 2 pour 1000 environ, ne vont pas baisser leur résistance vasculaire pulmonaire comme on l'attendrait. C'est ce qu'on appelle l'hypertension persistante du nouveau-né. Et il ne s'agit rien d'autre qu'un retard de maturation favorisé soit par une infection, soit par une inhalation, soit par un événement qui s'est produit autour de la naissance, qui fait que ces artérioles pulmonaires ne vont pas s'ouvrir et se distendre comme elles le devraient. Et quand on regarde le poumon d'un enfant qui n'a pas maturé ses artérioles pulmonaires, et bien les artérioles gardent un aspect fœtal avec des cellules endothéliales que vous voyez ici très saillantes au niveau de la lumière vasculaire et une média épaissie, contrairement à l'artériole mature dont les cellules endothéliales sont à peine visibles parce qu'elles viennent s'étaler sur la paroi et ouvrir ainsi la lumière vasculaire pour permettre une baisse des résistances vasculaires pulmonaires et une augmentation du débit. Ces variations du débit, elles surviennent donc soit de façon physiologique, on l'a vu au moment de la naissance, où on a cette modification extrêmement brutale du débit pulmonaire, mais également à l'effort. Lorsque l'on fait un effort, on va augmenter notre débit pulmonaire d'un facteur 4 ou 5, parce que justement nos muscles ont besoin de davantage d'oxygène, donc notre débit systémique va répartir le débit en fonction des organes qui ont besoin d'oxygène à l'effort, tels que nos muscles, alors que le poumon, lui, eh bien, il va devoir assurer 100% du débit systémique. Il n'y a pas de redistribution. C'est en ça que la circulation pulmonaire est très particulière, c'est que c'est le seul organe à devoir assumer 100% du débit, quelles que soient les conditions physiologiques ou pathologiques. On demande au poumon de passer de 5 litres par minute à 40 litres par minute en quelques instants. Donc cette adaptation de la circulation pulmonaire est capitale et nous allons voir comment ces variations de débit sont acceptées par la circulation pulmonaire. Donc à la naissance, à l'effort, on l'a vu, mais également en situation pathologique. On imagine bien qu'un enfant qui naît avec un shunt, et quel que soit le niveau de ce shunt, eh bien, on va avoir une augmentation du débit pulmonaire et la circulation pulmonaire va devoir s'adapter à cette augmentation de débit. Donc, le premier mécanisme d'adaptation, c'est un mécanisme de physiologie pulmonaire, c'est-à-dire que le poumon, chez un sujet bipède, que nous sommes, eh bien, le poids du poumon est attiré vers le bas. Vous imaginez un poumon sur lequel on va accrocher un poids et le poumon, du fait de ce poids, va avoir un étirement vers le sol. Donc, le sommet du poumon va être extrêmement étiré et comme les alvéoles pulmonaires ont une paroi très peu distensible, le fait de tirer sur les parois alvéolaires va augmenter la pression dans les alvéoles. Donc au niveau du sommet du poumon, la pression alvéolaire est tellement élevée qu'elle écrase les artérioles et les veines. Dans la zone, c'est ce qu'on appelle les zones de West. Dans la zone 2 de West, eh bien, la pression artériolaire est plus élevée que la pression dans les alvéoles, mais les alvéoles écrasent les veines, si bien qu'on n'a toujours pas de circulation dans ce territoire-là. Donc la zone 1 du poumon, qui est le sommet, la zone 2 du poumon, qui est la portion juste en dessous, eh bien, à l'état de repos, lorsque notre débit pulmonaire est de l'ordre de 4 à 5 litres par minute, eh bien, ce territoire est très peu utilisé parce qu'au repos, on n'a pas besoin d'avoir des échanges trop importants, on n'a pas besoin d'amener plus d'oxygène que ce dont on a besoin. Et en fait, au repos, on n'utilise que notre zone 3 de West, qui est la zone périhilaire. C'est à ce niveau-là qu'il y a un équilibre parfait entre la pression alvéolaire et la pression des artérioles et des veines. Donc, en situation physiologique, là, vous et moi, nous sommes assis, nous n'utilisons que notre zone 3 de West, où il y a à la fois une bonne oxygénation par des alvéoles qui sont ouvertes sans être en hyperpression, et des artérioles et des vénules et des capillaires qui sont suffisamment ouverts pour que les échanges puissent se faire correctement. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque je vais augmenter mon débit? Eh bien, lorsque je vais augmenter mon débit, je vais augmenter le retour veineux pulmonaire et je vais donc avoir une augmentation de pression dans mes veines pulmonaires. Et cette augmentation de pression dans mes veines pulmonaires... Allô? Ah, on a été coupé? Je pense, oui, on voit plus votre présentation. Alors,
rejoindre. Qu'est-ce qui se passe? Là, tout à Et là, vous la voyez? Là, est-ce que vous pouvez partager votre écran? On vous voit, mais est-ce que vous pouvez partager votre écran pour que ça redémarre? Alors, comment je ressors? Partager mon écran. Voilà. Attendez, il faut que je me remette sur Zoom. Hop, partager l'écran. Partager l'écran. Donc là, C'est normalement, ça bon? va fonctionner. Oui, c'est bon. Là, vous pouvez mettre plein Vous écran. me voyez là? Oui, oui. Là, ça repart? Là, c'est un peu bloqué, j'ai l'impression. Là, c'est bon, moi. Pour moi, c'est bon. C'est revenu comme c'était. Et pour vous? Nous, c'est encore bloqué. Oh, c'est pas vrai. Donc là, est-ce que vous... là, voilà. Là, vous repartez. Est-ce que vous pouvez mettre plein écran? Là, c'est bon. C'est reparti. C'est reparti? Oui. Ouais, mais c'est pas... moi, j'ai plus la main là. Attendez. Partager l'écran, c'est bon? Là, oui, on voit très bien l'écran. Ah, bon, bah, parfait. Donc, je disais, lorsque on va augmenter notre débit, eh bien, on va augmenter notre retour veineux, si bien qu'on va ouvrir le territoire qui avait une pression veineuse inférieure à la pression alvéolaire et on va recruter des territoires qui n'étaient pas utilisés à l'état de base. Donc, on va recruter le sommet du poumon et c'est ce qu'on appelle la redistribution vasculaire vers les sommets. Alors, pourquoi est-ce que... Voilà. Donc, c'est sur la radio, quand on voit trop bien la vascularisation au niveau des poumons, eh bien, c'est qu'on a recruté ces territoires. Le deuxième mécanisme d'adaptation, c'est la fonction endothéliale qu'on va mettre en œuvre lorsque le débit pulmonaire doit augmenter. J'augmente mon débit pulmonaire, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans mon vaisseau, la cellule endothéliale, elle est en première ligne, elle sent immédiatement que le débit est en train d'être modifié, et la cellule endothéliale qui sent le flux à son contact réalise qu'il y a une augmentation des forces de cisaillement et à ce moment-là, elle se dit comme le débit est en train d'augmenter et que moi, je dois essayer de maintenir les pressions les plus constantes possibles, eh bien, je vais jouer sur mes résistances vasculaires pulmonaires en créant une vasodilatation de sorte à faire baisser les résistances et à ce que l'augmentation de débit ne s'accompagne pas d'une augmentation de pression. Donc, on va avoir en permanence, grâce à cette fonction endothéliale, un équilibre permanent entre vasodilatation lorsque je fais un effort et que j'ai besoin d'augmenter mon débit, et vasoconstriction lorsque je reviens à l'état de base. Une fois que j'ai fait un effort, il n'est pas question de garder un débit pulmonaire à 40 litres par minute, il faut que je sois capable de revenir à mon état de base grâce à une vasoconstriction. Donc la fonction endothéliale, vous savez que c'est 30 dernières années, on a énormément appris à comprendre à quoi servaient ces toutes petites cellules endothéliales qui sont microscopiques, que l'on voit à peine en microscopie optique. Et ces cellules endothéliales qui tapissent la lumière vasculaire, eh bien, elles sont déterminantes parce qu'elles sont aux premières loges, comme je le disais. Et donc, tout ce qui va se passer au niveau du flux sanguin va être perçu immédiatement par cette cellule endothéliale qui va libérer des substances vasodilatatrices dans certaines situations ou vasoconstrictrices dans d'autres. Donc, quelles sont les substances libérées par l'endothélium? En première position, le monoxyde d'azote qui a été découvert dans les années 90. Et ce monoxyde d'azote est libéré par la cellule endothéliale à partir de la L-arginine sous l'effet de l'activation d'une enzyme qui s'appelle la hénosyntase. Ce monoxyde d'azote entraîne une puissante vasodilatation par l'activation d'un second messager qui est le GMP cyclique. Parallèlement au NO, les prostacyclines sont également libérées par la cellule endothéliale. Elles entraînent également une vasodilatation en agissant sur la cellule musculaire lisse sous-jacente, en activant un autre second messager qui est l'AMP cyclique. L'accumulation de GMP cyclique et d'AMP cyclique dans la cellule musculaire lisse conduisent à une vasorelaxation. L'endothéline est une substance, un tout petit peptide fabriqué par la cellule endothéliale, qui est le plus puissant vasoconstricteur décrit à ce jour. Et cette endothéline est libérée par la cellule endothéliale et va aller activer des récepteurs spécifiques au niveau de la cellule musculaire lisse, que sont les récepteurs ETA et ETB de l'endothéline. En situation physiologique, j'ai besoin de vasodilater, je libère des substances vasodilatatrices. J'ai besoin de revenir à l'état basal, je libère des substances vasoconstrictrices. En pathologie, c'est toujours la vasoconstriction qui l'emporte. Pourquoi? Eh bien parce que cette cellule endothéliale, c'est la cellule qui joue le rôle de garde-fou
La cellule endothéliale, elle est là pour empêcher la cellule musculaire lisse sous-jacente de se contracter. Une cellule musculaire lisse, ça n'a qu'une mission, c'est se contracter. Et l'endothélium est là pour dire tu ne te contracteras que lorsque je te dirai que j'ai besoin d'une vasoconstriction. En revanche, l'endothélium, par l'intermédiaire de l'endothélium, toutes ces substances vasodilatatrices vont pouvoir entraîner une vasodilatation et une adaptation de la vasomotricité à nos besoins. Une même substance va être vasodilatatrice lorsque l'endothélium est sain et vasoconstrictrice lorsque l'endothélium est altéré. Donc en fait, lorsque l'on va avoir, quand on va rentrer dans la pathologie et qu'on va commencer à avoir de la dysfonction endothéliale, non seulement on perd l'effet vasodilatateur de l'endothélium, mais surtout on va avoir un effet paradoxal de certaines drogues dont on pense qu'elles ont un effet vasodilatateur, mais lorsque l'endothélium est absent, eh bien elles ont un effet vasoconstricteur. Donc on a toutes les raisons d'avoir un phénomène boule de neige lorsque l'endothélium est altéré, et en pathologie, on a toujours un excès de vasoconstriction. Donc, qu'est-ce que l'hypertension pulmonaire? La définition OMS de l'hypertension pulmonaire jusqu'au dernier congrès de 2018, c'était une pression artérielle pulmonaire moyenne de 25 mm de mercure avec des résistances supérieures à 3. Le diagnostic d'hypertension pulmonaire, pour nous cardiopédiatres, il est échocardiographique. L'écho permet de poser un diagnostic d'hypertension pulmonaire et il permet aussi, dans un certain nombre de cas, de poser un diagnostic étiologique et d'en apprécier en plus le retentissement. Mais pour avoir une confirmation, on est obligé, au moment du diagnostic, de faire au moins une fois un cathétérisme pour pouvoir non seulement mesurer les pressions pulmonaires, mais aussi les résistances vasculaires pulmonaires et surtout faire des tests pharmacodynamiques que l'on va voir. Lors du dernier congrès de 2018 à Nice, de congrès d'hypertension pulmonaire, ils ont abaissé la définition de l'hypertension pulmonaire à 20 mm de mercure, ce qui est extrêmement bas. Mais en fait, c'est surtout cette modification-là, elle porte surtout sur les populations dont on sait qu'elles sont à risque de développer une hypertension pulmonaire, notamment des maladies de système telles que la sclérodermie. On sait qu'entre 20 et 25, on est sûrement en train de basculer vers l'hypertension pulmonaire. Et dans certains cas, le fait de traiter précocement l'hypertension pulmonaire peut peut-être ralentir l'évolutivité de cette maladie effroyable. Mais donc, nous, en cardiopédiatrie, on n'est pas encore dans la définition et de toute façon, on est largement au-delà de ces valeurs en général lorsqu'on pose un diagnostic d'hypertension pulmonaire chez l'enfant. Donc, pourquoi est-ce qu'on a une hypertension pulmonaire? Eh bien, soit parce qu'on a trop de sang qui rentre dans le poumon, ce sont les cas des shunts gauche-droite, c'est ce qu'on appelle l'HTAP précapillaire, soit on n'a pas assez de sang qui sort, c'est-à-dire qu'il y a un blocage au niveau des veines pulmonaires, et c'est ce qu'on appelle l'HTAP post-capillaire, ou alors qu'il y a une atteinte intrinsèque du lit artériolaire pulmonaire, c'est ce qu'on appelle l'hypertension artérielle pulmonaire idiopathique. Donc, ce concept-là que nous, cardiologues, on avait l'habitude de manipuler de façon assez aisée, HTAP précapillaire par opposition à l'HTAP post-capillaire, eh bien, dans les congrès d'HTAP, qui sont surtout occupés par les pneumologues, eh bien, ils ont décidé de changer ce terme de HTAP précapillaire et post-capillaire et d'avoir une classification un petit peu plus parlante en parlant d'HTAP du groupe 1, 2, 3, 4 ou 5 que nous allons voir après. Donc, cette classification, l'HTAP ou groupe 1, ce que l'on appelle hypertension artérielle pulmonaire, c'est un peu artificiel parce que c'est toujours une hypertension artérielle pulmonaire quand on a une élévation de pression dans notre artère pulmonaire, mais pour pouvoir faire le distinguo, il y a l'atteinte des artères pulmonaires directement. Donc, c'est l'HTAP du groupe 1, qu'elle soit idiopathique, qu'elle soit ou génétique, qu'elle soit induite par les toxiques ou associée aux cardiopathies congénitales, eh bien, je vous ai donné ici toute la classification révisée lors du dernier congrès de Nice. Donc, groupe 1 égale hypertension artérielle pulmonaire. Le groupe 2, c'est ce qu'on appelait, nous, l'HTAP post-capillaire, c'est-à-dire ce sont toutes les atteintes du cœur gauche qui vont entraîner une élévation de pression dans l'oreillette gauche et dans les capillaires pulmonaires. Et le fait d'avoir une élévation de pression dans les capillaires pulmonaires va obligatoirement retentir sur l'artère pulmonaire. Le groupe 3, ce sont les hypertensions pulmonaires associées aux pathologies respiratoires chroniques,
Le groupe 4, on en a très très peu chez l'enfant, mais peut-être qu'on les méconnaît parce que chez l'enfant, l'HTAP, l'hypertension pulmonaire post-embolique est probablement peu symptomatique chez l'enfant. En tout cas, on en a très peu dans nos cohortes. Et le 5, c'est ce qui n'est pas 1, 2, 3 ou 4, c'est-à-dire toutes les causes très rares d'hypertension pulmonaire. Donc chez l'enfant, eh bien, on sait que dans un certain nombre de cas, on n'arrive pas à les classifier. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pathologies intriquées. Dans 20 à 30% de nos enfants, de nos cohortes d'hypertension pulmonaire, eh bien, on n'arrive pas à dire si on est dans le groupe 1, dans le groupe 2, dans le groupe 3. Par exemple, je vous ai cité ici quelques exemples. Le syndrome de Simter, donc c'est une cardiopathie congénitale, mais il y a aussi... Allô? Puisqu'il y a une cardiopathie pulmonaire. Marilyn, ça coupait juste un petit peu. Là, c'est bon. Ça a coupé? Oui, là, c'est bon. Bon. On vous entend, oui. Exemples pour lesquels il y a une pathologie intriquée. Et du fait de cette pathologie intriquée entre pathologie respiratoire et pathologie cardiaque, eh bien, les cardiopédiatres ont eu l'idée de faire une nouvelle classification en 2011 qui s'appelle la classification de Panama, qui est une description extrêmement exhaustive de toutes les pathologies que nous rencontrons. Il est vrai que tout y est, mais il y a 10 groupes, 109 sous-groupes, et donc cette classification est beaucoup trop complexe et on a décidé de se plier à la classification des adultes parce que, premièrement, nos patients qui sont des enfants vont, on l'espère, devenir des adultes et grâce au progrès du traitement de l'hypertension pulmonaire, bon nombre d'enfants atteignent l'âge de l'adolescence, puis on espère de l'âge adulte. Donc, il faudrait qu'on ait tous le même langage et si nous, on commence à utiliser une classification et au moment où ces enfants deviennent des adolescents ou des adultes et qu'ils vont aller dans les programmes de transition, eh bien, on n'aura pas du tout, on ne parlera pas le même langage. Et pour développer des thérapeutiques, on est aussi obligé d'utiliser les mêmes groupes d'HTAP que l'adulte. Donc, chez l'enfant, nous, on a beaucoup du groupe 1, c'est la grande majorité, ce sont des patients, les HTAP du nouveau-né, on va voir, c'est le groupe 1,7 de la classification de Nice, les cardiopathies du groupe 2, le groupe cardiopathie congénitale, et, du groupe 1, les cardiopathies congénitales avec shunt, et les HTAP idiopathiques. On va voir qu'on a aussi du groupe 2, mais pas tant que ça chez les enfants. Le groupe 3, lui, en revanche, est en train de prendre une grande place dans nos cohortes de patients ayant une hypertension pulmonaire du fait de la grande prématurité. Ces enfants développent des pathologies respiratoires et des bronchodysplasies pour lesquelles il est très important qu'on sache comment agir pour permettre à ces enfants d'avoir une bonne maturation de leurs poumons et espérer ainsi pouvoir les sevrer et de la ventilation et des traitements d'hypertension pulmonaire. Donc, dans notre expérience de Necker, on a de loin le groupe le plus fréquent, c'est le groupe 1 avec les HTAP idiopathiques et les cardiopathies congénitales, mais on a bien entendu un biais de recrutement puisque nous avons nos propres patients ayant les cardiopathies congénitales avec shunt qui vont évoluer vers des hypertensions pulmonaires. Vous voyez que dans les maladies de système et portes au cave, nous en avons très peu. Le groupe 3, il représente quand même 13% de nos patients pour les raisons que je viens de vous expliquer. Et dans le groupe 5, on a à Necker les moutons à 5 pattes avec toutes les pathologies immunologiques et hématologiques chroniques qui peuvent développer en post-greffe des hypertensions pulmonaires. Et ça aussi, c'est un groupe à part qu'on a appris à reconnaître. C'était des enfants qui, dans tous les cas, quand ils développaient de l'HTAP après greffe de moelle osseuse, on avait quasiment 100% de mortalité. Depuis qu'on sait reconnaître l'hypertension pulmonaire précocement et qu'on la traite de façon agressive précocement, on a 100% de survie et 100% de guérison d'hypertension pulmonaire dans cette population. Donc, en pratique, qu'est-ce qu'on va voir chez un nouveau-né? Chez un nouveau-né, on va premièrement faire une échographie devant toute cyanose réfractaire. On va faire une échographie cardiaque. Cette échographie cardiaque, elle va permettre de déterminer s'il y a cardiopathie congénitale ou s'il n'y a pas cardiopathie congénitale. Bien évidemment, l'extrême urgence qui est le retour veineux pulmonaire anormal total, c'est notre mission de l'éliminer devant toute cyanose réfractaire avec hypertension pulmonaire. Et même dans les meilleurs services et les meilleurs temples, eh bien, on passe tous à côté de ce diagnostic. Donc, il faut, même quand on y pense toujours, on n'y pense jamais assez. Le cœur d'architecture normale, on est donc face soit à une hypertension persistante du nouveau-né, qui dans tous les cas va être résolutif
en quelques jours, sous NO, sous oxygène, éventuellement sous Revasio, mais si en 3-4 jours, l'HTAP n'a pas régressé, c'est que ça n'est pas une hypertension persistante du nouveau-né et qu'on est alors dans un autre chapitre qui est une hypertension artérielle pulmonaire, soit idiopathique, soit dysplasie alvéolo-capillaire, soit maladie véno-occlusive qui se révèle dès la période néonatale et le pronostic est dans ce cas-là extrêmement grave. Et notre attitude aujourd'hui à Necker est de dire que tout enfant qui a une hypertension artérielle persistante du nouveau-né, qui ne s'améliore pas en 4 à 5 jours, on va directement à la biopsie pulmonaire pour ne pas prolonger une réanimation inutile si on trouvait une dysplasie alvéolo-capillaire ou une anomalie des vaisseaux pulmonaires très grave. Et enfin, chez le nouveau-né, on peut aussi avoir l'hypertension pulmonaire liée à une pathologie respiratoire telle que la hernie de Coupole ou la bronchodysplasie pulmonaire du grand prématuré. Donc, comme je vous le disais, HTAP réfractaire au traitement chez un nouveau-né, c'est que ça n'est pas une hypertension persistante du nouveau-né et vous devez absolument être agressif pour voir si vous êtes face à des lésions histologiques telles qu'elles sont montrées ici. Vous voyez là ce que j'appelle irréversible, ça veut dire qu'il y a une gangue de fibrose intimale qui empêche ainsi à cette artériole pulmonaire de pouvoir se vasodilater lorsqu'il y a une augmentation de débit. On a ici à gauche une dysplasie alvéolo-capillaire où vous voyez l'arbre bronchique ici. Vous voyez bien ma flèche sur mon ordinateur? Oui. Vous voyez le pointeur? D'accord. Donc ici, vous voyez une bronchiole. À côté des bronchioles, nous avons les artérioles pulmonaires qui sont satellites de cette bronchiole. Et à côté des artérioles, nous avons les veines. Les veines ne sont jamais à proximité des artères. Lorsque la veine est à proximité de l'artère, c'est qu'il s'agit d'une anomalie structurelle du poumon et d'une anomalie d'architecture qui va développer. Donc les vaisseaux ne sont pas formés normalement. Ces HTAP sont toujours mortels et elles ne vont jamais régresser. Autre cas extrêmement grave, la maladie véno-occlusive, où les veines sont complètement occluses ou semi-occluses par de la fibrose intime. Et là encore, cette pathologie est extrêmement sévère. Et lorsqu'on a ce type de lésion vasculaire chez un nouveau-né, on sait qu'aucun traitement ne sera efficace. Donc, hypertension pulmonaire et cardiopathie congénitale maintenant, c'est le gros chapitre de notre fonction, nous, de cardiopédiatre, c'est-à-dire que toute cardiopathie avec gros shunt va avoir un retentissement sur les pressions pulmonaires à plus ou moins long terme. Donc, si j'ai une cardiopathie congénitale, soit c'est un shunt gauche-droite, je vais avoir un débit pulmonaire augmenté, delta P égale R fois Q. Si mon débit augmente, je vais essayer de baisser mes résistances pour que mes pressions ne montent pas trop. Mais si le shunt est énorme, si j'ai une très large CIB, ça ce sont des lois de la physique, je vais avoir une égalité de pression gauche-droite et donc une hypertension pulmonaire. L'important est de ne pas avoir une augmentation de mes résistances vasculaires pulmonaires et de tout faire en tant que cardiopédiatre pour éviter l'évolution vers une augmentation des résistances vasculaires pulmonaires. Autre cardiopathie congénitale à retentissement sur les pressions, c'est le blocage, c'est ce qu'on appelle nous la post-capillaire, c'est-à-dire les retours veineux pulmonaires anormaux totaux, les sténoses des veines pulmonaires, ou tout ce qui va entraîner une augmentation de la pression dans l'oreillette gauche, que ce soit une sténose mitrale, une fuite mitrale, ou une augmentation de pression de remplissage du ventricule gauche. Lorsque l'on a une hypertension dite post-capillaire, c'est-à-dire tout ce qui va augmenter la pression dans mes veines pulmonaires va obligatoirement retentir sur mon artère pulmonaire puisqu'il y a un continuum entre l'artère pulmonaire, le capillaire, les veines pulmonaires, l'oreillette gauche et le ventricule gauche en diastole. Donc à partir du moment où ma pression de remplissage du ventricule gauche, où ma pression dans l'oreillette gauche, où ma pression dans les veines pulmonaires augmente, je vais obligatoirement avoir une augmentation des pressions pulmonaires. Sauf que ça n'est qu'un retentissement d'amont, c'est-à-dire que mon artère pulmonaire, elle a une pression qui augmente uniquement parce que mon circuit est fermé, mon tuyau d'arrosage, au bout du compte, et il y a un bouchon au bout de mon artère pulmonaire. Comme il y a un bouchon, le sang, il stagne et ça peut augmenter la pression. Mais ça n'est pas une anomalie ni de mon endothélium, ni de ma paroi artérielle pulmonaire. C'est vraiment parce que le liquide stagne que ma pression va augmenter. Donc, il faut que vous reteniez que dans une hypertension pulmonaire post-capillaire, il n'y a jamais de lésion irréversible. Les lésions histologiques
sont toujours réversibles, c'est-à-dire qu'on a une artériole qui certes est très musclée, mais vous voyez que l'endothélium est très respecté. Et lorsque je vais traiter la cause de cette hypertension pulmonaire, je vais toujours avoir une normalisation de mes pressions pulmonaires dans les semaines ou mois qui vont suivre la chirurgie. J'ai une sténose mitrale très serrée, je vais avoir une HTAP post-capillaire qui peut être extrêmement sévère. Parfois, on opère des enfants qui ont 70-80 de pression dans leur artère pulmonaire, mais lorsqu'on va lever l'obstacle de la mitrale, eh bien, on va avoir une hypertension pulmonaire en post-opératoire, bien évidemment. Mais en traitant cette hypertension, on peut avoir besoin d'un support de NO, d'un support vasodilatateur pendant quelques semaines ou quelques mois, mais dans tous les cas, les pressions pulmonaires vont se normaliser. Simplement, ce sont quand même des enfants qui sont à très haut risque de faire des crises d'hypertension pulmonaire dans le post-opératoire parce qu'ils ont des artérioles très musclées et ces artérioles très musclées, lorsqu'elles vont être sollicitées, s'il y a une infection dans le post-opératoire, lorsqu'on va aspirer ce patient, eh bien, il va y avoir toute baisse de la saturation, va entraîner une vasoconstriction de ces artérioles pulmonaires et un risque de crise d'HTAP. Donc, ça ne veut pas dire que ces patients ne sont pas à risque post-opératoire, ça veut dire que ces patients sont à risque post-opératoire, mais il faut être d'autant plus vigilant qu'on sait que si on les traite bien, on va toujours normaliser leur pression pulmonaire dans la suite. Alors en revanche, dans le shunt, ça n'est pas du tout la même chose. Dans un shunt, quelle que soit la localisation du shunt, on va avoir un hyperdébit pulmonaire par arrivée de plus de sang que la normale dans l'artère pulmonaire. Donc notre endothélium vasculaire pulmonaire, il va être soumis à une augmentation de débit, à une augmentation de force de cisaillement ou shear stress. Et plus ce shunt est proche de l'artère pulmonaire, plus sévère sera l'hypertension pulmonaire et plus évolutives seront les lésions vasculaires pulmonaires. Dans une CIA, on sait qu'on a le ventricule droit qui va jouer un rôle tampon et qu'on va avoir une lésion d'HTAP qui n'apparaîtra que vers l'âge de 20 ou 30 ans. Dans une CIV, si elle est large, eh bien, les lésions vasculaires pulmonaires vont être plus précoces. Et lorsqu'on a une égalité de pression dans une CIV chez un enfant, eh bien, on va l'opérer en général entre l'âge de 4 et 6 mois pour éviter tout risque de détérioration de son lit artériolaire pulmonaire. Lorsque le shunt est à l'étage artériel, un large canal artériel ou un tronc artériel commun, eh bien, on sait que là, l'artère pulmonaire va être beaucoup plus vite altérée et il faut absolument supprimer le shunt au plus tôt pour éviter la détérioration irréversible de ce lit artériolaire pulmonaire. Donc dans le shunt, on va avoir une augmentation du débit, notre circulation pulmonaire va s'adapter à cette augmentation de débit comme on l'a vu tout à l'heure par redistribution vasculaire, recrutement de territoire vasculaire et on va tout faire pour que les pressions pulmonaires, elles, restent le plus bas possible et que les résistances restent les plus basses possibles. Donc on recrute les territoires, on active notre fonction endothéliale pour libérer le maximum de vasodilatateurs et permettre ainsi à la pression pulmonaire de rester la plus basse possible. Donc on active notre équilibre de fonction endothéliale, on libère du monoxyde d'azote, on augmente notre taux de GMP cyclique. Le monoxyde d'azote a un rôle protecteur, de même que la prostacycline, et on va espérer maintenir le plus longtemps possible cette fonction endothéliale la plus effective possible. Le problème, c'est que si mon shunt dure trop longtemps et que je viens trop souvent taper sur ma fonction endothéliale, ma couche endothéliale, elle reçoit le shear stress. Il y a du débit qui vient taper dessus. Ça tape sur la cellule endothéliale, ça tape 100 fois par minute chez un petit client. Donc la cellule endothéliale, elle reçoit ce coup, elle se vasodilate. Elle essaye de vasodilater au maximum, mais il y a un moment où elle est dépassée par les événements et à ce moment-là, eh bien, elle n'y arrive plus. Donc dans un premier temps, je vais essayer de vasodilater pour faire baisser mes résistances vasculaires pulmonaires. Je vais augmenter la paroi de mon artère, je vais créer une hypertrophie pour limiter la tension pariétale, parce que si ma pression pulmonaire est trop élevée et que ma tension pariétale augmente, eh bien, je vais éviter de transformer mes artérioles en artérioles anévrismales. Donc, toute augmentation de pression s'accompagne d'une hypertrophie compensatrice. Donc, tout ça, les deux premiers schémas sont des mécanismes d'adaptation.
j'essaye de vasodilater, j'hypertrophie ma média pour limiter la tension pariétale, mais au bout d'un moment, la cellule endothéliale, elle dit, les gars, moi, j'en peux plus, je n'y arrive plus, j'ai trop de coups, je me prends des KO sur ma cellule endothéliale en permanence. Et au bout d'un moment, ma cellule endothéliale, elle commence à dysfonctionner. Elle n'arrive plus à assurer cette fonction et elle commence à développer ce que l'on appelle de la fibrose intimale et à réduire petit à petit sa lumière vasculaire. Et donc, une fois que ma fonction endothéliale est altérée, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, mon monoxyde d'azote qui était vasodilatateur et antiprolifératif sur les cellules musculaires lisses, comme il n'est plus là, les cellules musculaires lisses, je vous ai dit tout à l'heure que leur seule mission, c'est de se vasoconstricter et de proliférer, eh bien, elles peuvent s'en donner à cœur joie. Le monoxyde d'azote est un anti-agrégant plaquettaire. Il se trouve que j'ai des lésions vasculaires, donc les plaquettes vont venir au contact de ces lésions intimales et vont libérer elles-mêmes des substances potentiellement vasoconstrictrices et on commence à entrer dans ce phénomène boule de neige dont je vous ai parlé tout à l'heure avec prolifération des cellules musculaires lisses, artérioles extrêmement toniques et musclées et une lumière vasculaire qui va se réduire petit à petit et on va voir à ce moment-là les modifications que l'on observe dans l'HTAP avec des cellules qui vont migrer, des cellules inflammatoires qui vont apparaître et on va voir les plaquettes qui viennent s'agréger au contact de ces cellules lésées et on va voir l'hypertrophie de la média et l'obstruction de la lumière vasculaire par une migration et un changement de phénotype des cellules. Pour aboutir, à gauche, nous avons notre artère pulmonaire qui est musclée, mais avec une couche endothéliale qui est préservée. À droite, on voit ici cette gangue fibreuse, au milieu, cette gangue fibreuse qui commence à venir réduire la lumière vasculaire. Et plus ça va, plus cette prolifération intimale va obstruer et obstruer encore et encore la lumière vasculaire pour finalement boucher complètement le vaisseau et à ce moment-là, la circulation pulmonaire petit à petit qui va boucher ces lumières vasculaires, eh bien, le ventricule droit va être soumis à des résistances vasculaires très élevées et ne va plus pouvoir éjecter dans ce lit artériolaire pulmonaire qui est complètement figé et fibrosé et occlus. Donc, la barrière entre un poumon qui est censé être une éponge végétale, qui va être capable, au moment d'une augmentation de débit, de passer de 5 litres minute à 40 litres par minute grâce à cette compliance, à cette ouverture de ces vaisseaux et à cette capacité qu'a l'arbre vasculaire pulmonaire à se vasodilater et à recruter des territoires, eh bien, lorsque mon artère pulmonaire va être complètement occluse par de la fibrose, on comprend bien qu'on n'aura plus une éponge mais un mur de béton et le ventricule droit va devoir éjecter face à un mur de béton et c'est ce qui conduit à la mort des patients qui ont de l'HTAP par un ventricule droit qui se met complètement à plat parce qu'il n'arrive plus à assurer le débit pulmonaire. Donc, dans certains cas, pourquoi est-ce qu'on demande une biopsie pulmonaire? Eh bien, justement, pour essayer de voir à quel degré on se trouve. Est-ce qu'effectivement, on a des lésions intimales fibrosantes? Est-ce qu'on a de l'occlusion? Mais il est bien évident que ces biopsies pulmonaires, elles ne sont le reflet que de ce qui se passe depuis des mois et des années. Donc, ce qu'il nous faudrait, nous, c'est d'essayer, premièrement, d'avoir des éléments beaucoup plus précoces et deuxièmement d'éviter de faire une biopsie pulmonaire qui est à très haut risque chez ces patients. On les endort, on leur prélève un bout de poumon, ce sont des patients très fragiles à très haut risque anesthésique, donc on essaye de voir si on ne peut pas trouver des facteurs un petit peu plus causants et surtout moins agressifs à identifier et c'est la raison pour laquelle on a essayé de mettre en évidence des facteurs endothéliaux parce qu'on s'est aperçu que sur les biopsies pulmonaires de patients qui avaient de l'hypertension pulmonaire. Allô? Je pense que ça a coupé. On entend... Ouais. Je pense que vous avez reçu un appel. Bon, et à Marilyn, Marilyn elle a coupé, donc elle a reçu un appel et ça a coupé son intervention. Donc là, normalement, on va nous rejoindre. Oui.
Oui, Marilyn, là, je vais vous mettre. Je ne sais pas pourquoi on a été coupé. C'est bon là? Là, oui. Très bien, alors on reprend. Donc, je disais qu'on s'est aperçu sur les biopsies pulmonaires d'enfants qui avaient de l'hypertension artérielle pulmonaire fixée avec de la fibrose intimale obstructive. Eh bien, on s'est aperçu qu'ils avaient un phénotype très différent selon que l'HTAP était réversible ou irréversible. Et donc, on a essayé de mettre en évidence ces facteurs-là circulants en se disant, lorsqu'il y a de la prolifération intimale comme ceci, ces cellules peuvent se détacher de la paroi et arriver dans la circulation générale. Et donc, dans ces lésions évolutives, eh bien, on sait que si on laisse l'hypertension pulmonaire évoluer d'un stade d'HTAP réversible à un stade totalement occlusif, eh bien, à ce stade-là, ça prend plusieurs mois ou années, comme on l'a dit, et à ce stade-là, on comprend bien que le ventricule droit ne pourra plus du tout assurer. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est savoir agir très tôt pour éviter cette évolutivité complètement irréversible que l'on ne sait pas faire. Donc, notre première mission de cardiopédiatre, c'est d'éviter la survenue de cette maladie. Donc, c'est en dépistant des cardiopathies le plus tôt possible et en supprimant le shunt le plus tôt possible qu'on évitera la survenue d'une HTAP et l'évolution vers un Eisenmenger. Donc, encore une fois, l'HTAP post-capillaire, l'enseignement, c'est de la répétition. L'HTAP post-capillaire, les lésions sont toujours réversibles, toujours. Mais il faut lever au plus vite cet obstacle pour éviter à ces artérioles d'être trop musclées. Dans une communication interventriculaire, si on a égalité de pression entre les deux ventricules avec des signes d'hyperdébit, il faut absolument opérer avant l'âge de 6 mois ces enfants pour éviter la survenue d'une HTAP. Et je vous ai cité ici quelques cardiopathies dont on sait qu'elles évoluent plus vite vers l'HTAP. Et on sait aussi que dans la communication interauriculaire, même si on a un hyperdébit, même si le QP sur QS dans une CIA est de 3/1, eh bien, ils ne développeront pas d'hypertension pulmonaire avant l'âge de 25 ou 30 ans. On sait, on a tous des cas malheureusement de CIA qui ont développé de l'hypertension plus tôt. Donc on sait aussi qu'il y a une susceptibilité individuelle, peut-être régie par des facteurs génétiques. Donc on sait qu'il peut y avoir une sévérité selon le patient. Et comme on vient de le dire, certains patients vont développer de l'HTAP plutôt que d'autres. Il y a aussi une sévérité selon la maladie, on l'a vu tout à l'heure, et la susceptibilité individuelle repose probablement sur la génétique. Alors la génétique, elle a fait un bond ces derniers temps puisqu'on a découvert une mutation qui est présente chez 70% des patients adultes ayant une forme familiale d'hypertension pulmonaire, qui est la mutation BMPR2. Mais on sait aussi qu'on a découvert beaucoup de gènes ces derniers temps, mais on ne trouve une anomalie génétique dans moins de 10% des cas dans les HTAP idiopathiques. Donc, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de travail à faire parce qu'il est évident qu'il y a d'autres gènes impliqués dans l'HTAP qui n'ont pas encore été identifiés à ce jour. Donc, vous voyez quand même qu'entre le premier congrès, entre 98 et maintenant, il y a quand même beaucoup de gènes qui ont été identifiés. Hein, on a vu BMPR2, mais aujourd'hui, de plus en plus de gènes, et avec les puces que l'on fait maintenant, on va pouvoir vraiment évoluer très vite dans le domaine de la génétique. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a une cardiopathie congénitale? Pourquoi est-ce que certains vont développer de l'HTAP très tôt et d'autres non? Eh bien, il y a probablement une succession de malchances quand on a de l'hypertension pulmonaire. On a un terrain prédisposé génétique et un événement surajouté, soit une cardiopathie congénitale avec un QP sur QS augmenté, soit on prend des anorexigènes qui vont développer une maladie, soit on a une pathologie respiratoire, enfin on a d'autres raisons de développer de l'hypertension pulmonaire. Mais on sait aussi qu'on peut très bien avoir une mutation BMPR2 et ne jamais développer d'hypertension pulmonaire. Cependant, lorsqu'il y a une hypertension pulmonaire, que l'on trouve une mutation BMPR2, on va tester en général la famille pour savoir d'où vient cette mutation BMPR2 et on va être vigilant sur le conseil génétique parce que on sait que 90% des porteurs de la mutation BMPR2 n'ont pas d'HTAP. Maintenant, est-ce qu'on est sûr qu'ils ne vont pas en développer dans leur suivi? Ça, c'est une question à laquelle on n'a pas encore de réponse. Mais ça nous pose des gros problèmes éthiques en termes de conseil génétique parce que lorsqu'il y a eu un cas d'HTAP dans la famille et qu'on nous demande de faire une recherche grossesse ultérieure, on est très ennuyé parce qu'on sait que la mutation ne veut pas dire maladie. Alors, quel est le lien entre BMPR2 et vaisseau pulmonaire? Eh bien, en fait, la protéine BMP est une protéine qui agit un peu comme le monoxyde d'azote.
il empêche la prolifération de la cellule musculaire lisse, il agit sur l'apoptose et il joue sur la régulation des cellules endothéliales. Donc en fait, lorsque l'on a une mutation BMPR2, eh bien cette molécule BMP qui est très bénéfique ne peut pas agir et du coup on va avoir une prolifération des cellules musculaires lisses et on va perdre la régulation apoptotique de la cellule endothéliale. Donc dans l'HTAP, les cardiopathies congénitales, la séquence, c'est j'ai probablement un facteur prédisposant, j'ai un shunt qui va venir taper sur mes cellules endothéliales. Mes cellules endothéliales, elles vont se protéger en entrant en apoptose. Cette entrée d'apoptose des cellules endothéliales va entraîner une prolifération des cellules musculaires lisses. Tout ça, c'est un bon mécanisme d'adaptation. Ça préserve ma cellule endothéliale et ça augmente ma média pour lutter contre la tension pariétale. Si j'agis à ce niveau-là, l'enfant va guérir dans 100% des cas. Si en revanche, je n'agis pas et je ne ferme pas le shunt à ce niveau-là et que je laisse évoluer l'HTAP, à quel moment je vais basculer, je ne sais pas. Et c'est justement parce que je ne sais pas à quel moment je vais basculer que je vais le fermer dès que possible pour éviter cette bascule et cette sélection de cellules endothéliales qui, au départ, étaient en apoptose, va devenir résistante à l'apoptose. C'est le changement de phénotype que je vous ai montré tout à l'heure sur les biopsies de différence entre HTAP réversible et irréversible. Les cellules endothéliales expriment une molécule qui est une molécule de résistance à l'apoptose. Et être résistant à l'apoptose, c'est comme une cellule tumorale, c'est-à-dire qu'elle va proliférer pour son propre compte de façon complètement incontrôlable et elle va finir par obstruer la lumière vasculaire. Pardon. Donc, qu'est-ce qui fait? Je ne sais pas à quel moment je vais basculer de cette cellule endothéliale tout à fait saine à cette cellule endothéliale qui va se mettre à proliférer de façon pseudo-tumorale dans la lumière vasculaire. C'est ça, la cinétique. Et comme nous, cardiopédiatres, on a des enfants qui évoluent vers l'HTAP, on a pu disséquer cette cinétique évolutive de l'hypertension pulmonaire qui nous a permis d'avancer aussi dans la physiopathologie de l'HTAP, quelle qu'en soit son origine. Donc, éviter la biopsie, comme je vous ai dit, c'est très à risque. Donc, on a essayé de chercher ces facteurs circulants et ces cellules endothéliales se détachent de la lumière vasculaire et on va pouvoir les doser dans le sang circulant. Et lorsqu'on a une lésion endothéliale, on sait qu'il y a des cellules qui sont recrutées de la moelle osseuse, qui sont des progéniteurs endothéliaux, qui vont venir essayer de réparer les lésions vasculaires. Et on s'est aperçu qu'effectivement, lorsque l'on dosait ces cellules endothéliales, eh bien, on a un vrai élément discriminant entre HTAP réversible et HTAP irréversible. Donc, en cas d'HTAP irréversible, quand on a une cardiopathie congénitale et qu'on se pose la question, est-ce qu'on est déjà dans l'HTAP irréversible ou pas? Eh bien, les cellules endothéliales, pour nous, sont un très bon élément discriminant pour dire attention, on est probablement trop tard, alors que quand les cellules endothéliales sont très basses, eh bien, on est plutôt dans un versant réversible et il est encore temps de faire la chirurgie et de supprimer ce shunt. Un petit mot de clinique. La clinique, alors pourquoi est-ce que le diagnostic d'hypertension pulmonaire est si tardif? Eh bien, c'est que la clinique est complètement aspécifique. C'est un peu d'essoufflement, c'est un petit peu de douleur et pendant très longtemps, on a dit un enfant n'est jamais essoufflé. Un enfant essoufflé, c'est un enfant feignant. Un enfant qui ne veut pas monter les escaliers et qui réclame les bras, c'est un enfant prétentieux ou capricieux. Donc, on a fait comme ça des diagnostics extrêmement tardifs d'hypertension pulmonaire et on apprend aujourd'hui à sensibiliser la population de pédiatres à dire un enfant qui est anormalement essoufflé, un enfant qui refuse de faire du sport, ça n'est pas normal. Un enfant qui a une douleur dans la poitrine, ça n'est pas normal. Donc, il faut absolument référer beaucoup plus facilement au cardiopédiatre pour faire une échographie, qui est un examen absolument pas agressif et qui permet de débrouiller beaucoup de situations. Donc, la douleur thoracique, la dyspnée, l'auscultation avec un B2 fort, l'hypocratisme digital est très tardif. Et s'il y a une cardiopathie sous-jacente, en général, le diagnostic d'HTAP est fait précocement puisque c'est un enfant qui est suivi pour sa cardiopathie et on va savoir à peu près à quel degré d'hypertension il est. L'électrocardiogramme, qui fait un électrocardiogramme aujourd'hui? Il n'y a plus de pédiatres ni d'anesthésistes même qui font des électrocardiogrammes. Mais si on fait un électrocardiogramme, on va trouver une surcharge droite. Mais tous les enfants, surtout les nouveau-nés, ont toujours une surcharge droite, donc ça peut être un petit peu, là encore, aspécifique.
La radio de thorax, eh bien, ça va dépendre. Soit il y a une cardiopathie avec un hyperdébit et je vais avoir un gros cœur et une hypervascularisation, soit c'est une HTAP idiopathique et au contraire, je vais avoir un petit cœur et une hypovascularisation pulmonaire. Mais dans tous les cas, j'aurai un arc moyen augmenté à cause d'une artère pulmonaire augmentée de volume. Donc voilà une HTAP idiopathique à gauche, vous voyez des artères pulmonaires en coupe et on voit un petit cœur et un poumon anormalement clair. À droite, la qualité de la radio, je vous l'accorde, n'est pas très belle, mais dans tous les cas, vous voyez cet arc moyen convexe, aussi bien à droite avec le gros cœur qu'à gauche avec le petit cœur. Donc c'est l'échographie qui va poser le diagnostic. L'échographie, elle va permettre de poser le diagnostic d'hypertension pulmonaire avec des signes indirects, un ventricule droit hypertrophié, une courbure septale aplatie ou inversée, et des signes directs de mesure de la pression artérielle pulmonaire systolique à partir de la fuite tricuspide, diastolique et moyenne à partir de la fuite pulmonaire. L'échographie va permettre aussi de calculer les débits. Est-ce que j'ai un hyperdébit? Est-ce que j'ai un gros retour veineux pulmonaire? Est-ce que j'ai une cardiopathie associée? Le cathé, je vous l'ai dit, il n'est pas à visée diagnostique, il est à visée de confirmation du diagnostic, c'est-à-dire je sais que j'ai une HTAP, je fais un cathé pour mesurer les résistances vasculaires pulmonaires, pour apprécier l'OQP sur QS et surtout pour faire des tests pharmacodynamiques pour vérifier et attester de la réversibilité ou non de cette hypertension pulmonaire aux tests dynamiques. Et ces tests sont capitaux à la fois à visée diagnostique, mais à visée pronostique et à visée thérapeutique, puisque ces tests vont déterminer quel traitement on va donner aux patients chez lesquels on vient de poser le diagnostic d'hypertension pulmonaire. Le diagnostic étiologique, eh bien, on va le faire, là encore, dès qu'on pose un diagnostic d'hypertension pulmonaire. En l'absence de cardiopathie, on va chercher une cause, soit respiratoire en faisant un scanner thoracique. On va faire une écho abdominale systématique à la recherche d'un shunt portocave. Et selon la clinique, on va rechercher des signes. S'il y a un épistaxis, on va demander un examen ORL à la recherche d'une maladie de rendu ossellaire. Si on a des signes cutanés, on va demander un examen dermato à la recherche d'une connectivite. Le bilan immunologique n'est pas rentable, on ne le fait plus à titre systématique, mais c'est à voir au cas par cas. Le bilan génétique, en revanche, tout HTAP idiopathique doit avoir une recherche génétique parce qu'on sait que lorsqu'il y a une mutation génétique, le pronostic est autre. Donc, il y a un impact thérapeutique. Un petit mot sur le groupe 3. Le groupe 3, je veux vous sensibiliser au groupe 3 parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est de plus en plus fréquent. Il y a de plus en plus de grands prématurés et cette hypertension pulmonaire, c'est en fait une hypertension pulmonaire liée à la fois à un problème de maturation postnatale puisque cet enfant est né prématurément. Son poumon n'est pas terminé. Il est hypoxémique. On sait qu'il a eu besoin d'un support en oxygène. La définition de la bronchodysplasie, ça veut dire qu'on a besoin d'oxygène au-delà de 36 semaines. Et lorsqu'on a une bronchodysplasie, il est impératif de surveiller l'oxymétrie. Ces enfants ont passé des semaines et des semaines en réanimation ou en unité de soins intensifs, scopés en permanence. Donc, quand nous, cardiopédiatres, on leur dit on veut une oxymétrie, ils nous regardent avec des yeux de merlan frit en disant mais enfin, cet enfant est scopé en permanence, je n'ai pas besoin de faire une oxymétrie, je vois bien qu'il ne désature pas. Et vous devez assister pour avoir une oxymétrie nocturne parce qu'on s'aperçoit que ces enfants-là n'ont pas de désaturation prolongée, mais font énormément de désaturation très brèves. Et ces désaturations très brèves et répétées sont à l'origine de l'auto-entretien de cette hypertension pulmonaire, parce que les artérioles qui sont sollicitées sous l'effet de ces hypoxies brutales et très brèves vont se contracter et vont donc auto-entretenir l'hypertension pulmonaire. Donc, il est très important d'exiger avant tout sevrage de l'oxygène une oxymétrie. Si vous trouvez des pressions pulmonaires élevées alors que l'oxymétrie est strictement normale, à ce moment-là, on va rentrer dans le chapitre hypertension pulmonaire. Mais dans plus de 95% des cas de ces bronchodysplasies, de ces enfants prématurés ou des hernies de coupole, lorsque l'on fait l'oxymétrie, on voit qu'il y a un défaut d'oxygénation et qu'en adaptant la ventilation, on va normaliser les pressions pulmonaires. Et ça, soit on le fait tôt et on va avoir
une normalisation des pressions pulmonaires, soit on le fait trop tard et c'est trop tard. Et toutes les séries de la littérature de bronchodysplasie, des séries américaines, en fait, ce sont des enfants qui ont évolué pendant des mois. Et à ce moment-là, l'hypertension pulmonaire, elle est fixée parce que leur poumon, ayant mal été ventilé, ne s'est pas développé. Et ils restent avec un poumon à la fois hypoplasique en termes d'oxygénation et en termes de vascularisation. Pourquoi cette dépendance de l'oxygène? Eh bien voilà, je vous le montre en schéma, c'est-à-dire que chaque fois, en fait, quand vous faites du bodybuilding, vous entretenez le muscle. Donc c'est ce qui se passe, chaque sollicitation, chaque fois qu'il y a une petite et très brève désaturation, le muscle il se contracte, donc l'artère elle reste musclée en permanence et donc dès que cet enfant va avoir un peu d'hypoxie, chaque fois qu'il va avoir une infection, eh bien il va décompenser. Et c'est ça l'histoire des bronchodysplasies, ce sont des enfants qui vont bien, ils rentrent à la maison et à 6 mois ou 8 mois, à l'occasion d'une bronchiolite, ils vont faire une crise d'HTAP extrêmement sévère et souvent mortelle. Et c'est comme ça qu'on a appris à dépister ces patients beaucoup plus tôt en se disant quand ils arrivent à ce stade-là, on n'arrive jamais à les récupérer, alors que lorsqu'on les détecte tôt, avant même qu'ils sortent de l'hôpital, on dit aux réanimateurs, aux néonatologistes, de n'arrêter l'oxygène que s'ils sont sûrs que l'oxymétrie nocturne est normale. Bien sûr qu'ils en ont marre, les parents, bien sûr qu'ils préfèrent sevrer leur enfant le plus vite possible de l'oxygène chez des enfants qui ont passé des semaines en réanimation, mais il vaut mieux un petit peu plus d'oxygène plutôt que de sombrer dans la pathologie de l'hypertension pulmonaire irréversible. Donc finalement, ces enfants, on nous les adresse pour des KT, mais on les récuse presque toujours. C'est exceptionnel qu'on ait à faire un KT à ces enfants parce que dans l'immense majorité des cas, le fait d'améliorer leur ventilation va normaliser les pressions pulmonaires et on les maintient suffisamment longtemps, surtout en période hivernale, sous oxygène pour éviter les épisodes de décompensation et de majoration de l'hypertension pulmonaire sous l'effet d'une infection, d'une surinfection et d'une hypoxie. Alors, de quoi décèdent les enfants qui ont une hypertension artérielle pulmonaire? Bien, on l'a vu tout à l'heure, de défaillance VD ou d'hémoptysie, de troubles du rythme sur un VD qui ne tient pas la route. Et comme on s'est aperçu que les enfants qui avaient de l'hypertension pulmonaire avec cardiopathie congénitale évoluant vers un Eisenmenger avaient une survie bien plus longue que les hypertensions artérielles pulmonaires idiopathiques, eh bien, on a commencé à cogiter sur comment essayer de prolonger la survie des patients avec HTAP. Les recommandations générales, on sait qu'une carence martiale chez un enfant qui a de l'hypertension pulmonaire et chez un adulte aussi, c'est très très mal toléré. Donc il faut corriger les carences martiales, il faut éviter le sport violent qui est à très haut risque de mort subite, il faut éviter toutes les surinfections hivernales, donc on les vaccine contre toutes les infections qui peuvent aggraver l'hypertension pulmonaire. L'altitude au-delà de 1500 mètres est à proscrire à cause de la vasoconstriction liée à l'hypoxie d'altitude. La contraception chez l'adolescente est absolument à discuter, même assez tôt, et bien indiquer que la grossesse est à très haut risque vital chez ces patientes. Le traitement de l'hypertension pulmonaire a fait des bonds ces dernières années. Dans les années 80, le Flolan est apparu. 90, le NO inhalé. En 2000, le premier traitement Peros, Traclyr ou Bosentan. 2010, les inhibiteurs de la phosphodiestérase avec sildenafil, Viagra initialement. Et en 2020, les prostanoïdes orales. Le traitement symptomatique, l'oxygène, on a vu, il n'y a aucune raison à donner de l'oxygène, sauf dans le groupe 3, et c'est selon l'oxymétrie. Le traitement par anticoagulant n'est pas recommandé chez l'enfant ni dans l'Eisenmenger, et chez l'adulte, il est actuellement rediscuté. Les supplémentations martiales, on l'a vu tout à l'heure. Le traitement spécifique de l'HTAP, les inhibiteurs calciques, on les réserve exclusivement au très faible pourcentage de patients qui est dit répondeur aux tests pharmacodynamiques lors du initial diagnostic. Donc ça, c'est un très petit groupe et en général, c'est un groupe qui, quand il répond bien aux inhibiteurs calciques, ont une très bonne réponse prolongée, en général, très très bon pronostic. Les autres, on va leur donner les traitements spécifiques que sont le NO, les antagonistes des récepteurs de l'endothéline, les inhibiteurs des phosphodiestérases, les prostacyclines. Ce sont les grands groupes thérapeutiques qui ont été développés à partir des données des recherches sur l'endothélium. Donc les trois grandes classes thérapeutiques sont la voie de la prostacycline,
la voie du NO, donc voie de la prostacycline agissant sur la MP cyclique, voie du NO agissant sur le GMP cyclique, et dans cette voie du NO, on a soit le NO inhalé, soit les inhibiteurs des phosphodiestérases, voie du A, et enfin, la voie des endothéline, on bloque les récepteurs ETA et ETP. Donc ces traitements, je vous donne ici les recommandations internationales qui sont, on commence par les inhibiteurs calciques exclusivement si le test de réactivité est positif. S'il est négatif, soit c'est un patient à bas risque, on va faire un traitement oral, soit c'est un patient à haut risque et on va initier les prostanoïdes. Et en cas d'échec, on peut proposer, avant la transplantation, nous, dans notre expérience pédiatrique, on propose une anastomose de POTS. C'est quoi l'anastomose de POTS? Eh bien, c'est transformer une HTAP idiopathique en Eisenmenger. On sait, nous, dans notre population pédiatrique, que les enfants qui ont un Eisenmenger sur un canal artériel ont un confort de vie relativement bon, puisque ce trou, finalement, décharge le ventricule droit, et tout ce qui n'arrive pas à aller dans l'artère pulmonaire à cause de ces artérioles occluses, eh bien, ça va emprunter la voie du canal artériel que le chirurgien va créer chirurgicalement, qu'on appelle anastomose de POTS. Donc, ces patients-là qui ont une HTAP extrêmement sévère, qui résistent à tous les traitements dont on dispose aujourd'hui, avant de proposer la transplantation, premièrement, la transplantation très peu de greffons pulmonaires chez l'enfant, et deuxièmement, la qualité de vie d'un enfant ayant une transplantation pulmonaire est quand même assez lourde de conséquences. Et donc, on propose d'abord une anastomose de POTS. Certes, c'est un geste à risque, mais celui qui survit à l'anesthésie et à cette intervention a une qualité de vie en général très bonne, parce que justement, ce ventricule droit qui n'arrivait plus à assurer son débit va pouvoir être soulagé par cette anastomose. Aujourd'hui, les enfants ont une nettement meilleure survie grâce au traitement. On a à 3 ans entre 85 et 95% de survie. On voit que là, sur une étude qu'on a faite récemment, on a 85% de survie à 5 ans, alors que avant les traitements, la durée moyenne de survie d'un enfant qui avait une HTAP était de 10 mois. Donc, on voit bien qu'on a considérablement amélioré la survie de ces enfants, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, ils atteignent un âge adolescent, voire adulte, et ces traitements permettent parfois d'arriver à un âge pour lequel la transplantation sera plus facile à obtenir lorsqu'ils auront un gabarit adulte qu'actuellement chez l'enfant. En revanche, la qualité de vie n'est pas parfaite. Il y a quand même pas mal d'événements pendant le suivi de ces patients, puisque à 5 ans, on a 70% qui ont eu des événements. Donc, notre objectif à nous, c'est de les mettre dans le vert, c'est-à-dire faire en sorte qu'ils soient à bas risque, qu'ils n'aient pas de syncope, qu'ils soient en classe fonctionnelle 1-2, qu'ils aient un ventricule droit qui fonctionne bien et qu'ils aient un bon état hémodynamique. Et ça, cet objectif, on l'atteint en donnant les traitements. Et on s'aperçoit qu'avec les traitements, grâce aux traitements, on voit bien que sur nos cellules endothéliales circulantes, dont je vous ai dit tout à l'heure qu'elles avaient un élément pronostic important, eh bien, sous traitement, les cellules endothéliales baissent. Ce qui veut dire qu'on arrive à sur cette prolifération intimale grâce à ces traitements. Et on voit que sous traitement, ils libèrent des progéniteurs endothéliaux. Ces progéniteurs endothéliaux sont, je vous le rappelle, des cellules qui viennent essayer de régénérer le vaisseau altéré. Et quand on fait cette expérience où on ligature l'artère du membre inférieur d'une souris, eh bien, on s'aperçoit que cette ischémie, on va pouvoir la lever grâce au sérum de patients que l'on injecte à cette souris. Soit les patients traités par bithérapie, on voit qu'on a une reperméabilisation qui existe, mais elle est nettement plus marquée chez les patients qui sont traités par prostanoïdes. Et quand les patients sont traités par prostanoïdes, on a vu tout à l'heure que ceux qui sont traités par prostanoïdes, eh bien, ils libèrent des progéniteurs endothéliaux. Donc l'effet thérapeutique, certes, ça vasodilate, mais ça ne fait pas que vasodilater. Donc c'est une maladie très grave malgré les traitements actuels. Et il faut absolument développer d'autres voies thérapeutiques. Aujourd'hui, on se contente d'agir sur la voie endothéliale, alors qu'il y a d'autres mécanistiques dans cette hypertension pulmonaire que sont l'inflammation, les tests génétiques, les progéniteurs. Donc, il faut continuer la recherche pour essayer d'optimiser le traitement. Et toute cette découverte de gènes permet aujourd'hui d'aller cibler
certaines drogues pour aller activer ces gènes défaillants. Et on sait que les patients qui ont une mutation génétique, ils vont moins bien que les autres, donc il faut essayer de réverser ce déséquilibre. Et aujourd'hui, eh bien, on sait augmenter les signaux pour permettre à une molécule défaillante de pouvoir être synthétisée. Donc la génétique et les cibles thérapeutiques de demain, c'est évident que ce domaine de recherche-là est très prometteur. L'inflammation, on sait depuis des années, les premières descriptions d'autopsie d'HPAP, dès 1865, on parlait d'artérite pulmonaire à l'époque. Ça voulait dire vraiment qu'on sentait qu'il y avait de l'inflammation dans ces artérioles. Et il faut absolument, et on sait aujourd'hui, qu'il y a tous ces facteurs d'inflammation qui sont aujourd'hui impliqués. Et on sait, grâce au domaine de l'immunologie qui est extrêmement performante aujourd'hui, avec, je ne sais pas si vous avez entendu parler des T-cells CAR, en fait, ce sont des cellules, des lymphocytes T qu'on va mettre au contact de cellules tumorales. Ces lymphocytes T vont se sensibiliser à cette cellule tumorale, vont fabriquer des anticorps dirigés contre cette cellule tumorale, et quand on va réinjecter ces lymphocytes T, ils vont aller dans la circulation pour aller chercher spécifiquement ces cellules tumorales. Donc ça, c'est un domaine de recherche fabuleux qui va pouvoir être appliqué à n'importe quelle lésion dans l'avenir, et on peut imaginer qu'en prenant des cellules endothéliales ou des artérioles d'HPAP, on va pouvoir sensibiliser des lymphocytes qui vont aller réparer ces vaisseaux complètement altérés. Donc les progéniteurs, certaines études ont déjà, certaines équipes, notamment chinoises, ont essayé d'injecter des progéniteurs, mais on n'a pas trop de retours. Il y a d'autres domaines de recherche un petit peu plus complexes dans le domaine justement des micro-particules qui vont pouvoir aussi, tout ça c'est dans le domaine de la cancérologie, ça a été développé dans le domaine de la cancérologie, mais encore une fois, l'hypertension artérielle pulmonaire ressemble beaucoup à un cancer in situ des artérioles pulmonaires et du poumon, et tous ces domaines-là vont probablement ouvrir des voies thérapeutiques dans l'avenir dans l'hypertension artérielle pulmonaire, et on va permettre ainsi de restaurer la balance en diminuant, en ayant en fait un effet thérapeutique direct, en intégrant des molécules manquantes dans le vaisseau pour le réparer. Donc, lorsqu'on comprendra mieux la mécanistique de l'HTAP, il est évident que lorsqu'on saura transformer une cellule apoptotique en cellule anti-apoptotique et qu'on saura réverser cet effet, eh bien, on saura traiter non seulement l'hypertension pulmonaire, mais beaucoup de cancers. Et je pense vraiment que l'avenir est ici dans la mécanistique qui va nous permettre de restaurer ces artérioles, et j'y crois très fort. Je sais que ça avance beaucoup, et que le traitement de l'hypertension, c'est pas purement je vasodilate ou je vasoconstricte, c'est je vais dans la mécanistique cellulaire de l'hypertension pulmonaire. Et demain, je suis sûre qu'on saura traiter l'hypertension pulmonaire comme on traite aujourd'hui une angine. Donc, je termine sur cette note d'espoir. Grâce à la compréhension des mécanismes du développement de cette hypertension pulmonaire, on a aujourd'hui des développements thérapeutiques évidents qui vont donner demain une vraie guérison, puisqu'aujourd'hui, on ne sait pas guérir, on améliore la survie, on permet à ces enfants d'atteindre un âge qui leur permettra d'être transplantés, mais la transplantation, ce n'est pas vraiment un traitement, c'est un échec du traitement, c'est qu'on n'a pas su guérir cette maladie, et quand on saura la traiter, eh bien, on aura fait un grand pas. Et plutôt que de transplanter, moi j'estime que la qualité de vie des enfants qui ont un POTS est autrement plus confortable que ceux qui ont une transplantation. Et avec ce POTS, eh peut-être qu'on va leur permettre d'atteindre un âge dans lequel les curatifs auront été trouvés. Voilà, je vous remercie. Je n'insiste pas, j'ai terminé sur le groupe 3, que je suis assez troublée par ce groupe 3, où je pense que ces patients sont des patients qui nous échappent beaucoup parce qu'ils sont traités par les néonatologistes qui n'ont pas été sensibilisés suffisamment au fait qu'ils développent de l'hypertension pulmonaire, et qu'une fois qu'on les laisse évoluer, on bascule dans de l'irréversibilité, alors que si on avait traité à temps cette hypoxie, on les régresse, puisque aujourd'hui, tous les enfants que je suis depuis le plus jeune âge, j'ai tous réussi à les sevrer complètement des traitements vasodilatateurs, et ils ont tous normalisé leur pression pulmonaire. Donc, merci pour votre attention. Je suis désolée des petits problèmes techniques que nous avons eus,
Et j'espère que ça n'a pas été trop la cadence infernale et que je suis tout à fait disposée pour vos questions ou pour répondre à d'éventuelles questions par mail. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai donné mon adresse mail. Merci beaucoup, Marilyn. Il y a 2 questions, si vous voulez. Donc, si vous pouvez aller dans Converser, dans l'onglet Converser. Normalement, vous allez voir les questions tout en bas. Alors, attendez, je devais sortir pour aller dans l'onglet Converser. Voilà. En attendant, Fanny. Je ne vois pas le Converser. Ah. Non. Normalement, c'est dans l'application. Converser, voilà. Converser. Donc, si vous rentrez dans Zoom. Ah oui, voilà, c'est de Kenza. HTP réversible dans les RM, même chez les adultes. Oui. Alors, même chez les adultes. Alors, cette question-là, elle est très récurrente. En gros, dans l'hypertension artérielle, dans l'hypertension pulmonaire post-capillaire, même chez les adultes, c'est réversible. Le problème, c'est que ce sont des patients qui ont eu de l'hypertension pulmonaire post-capillaire pendant très longtemps en général. Donc, ce sont des artérioles extrêmement musclées. Donc, en post-opératoire, ils gardent toujours de l'hypertension pulmonaire. Mais avec le temps, cette hypertension pulmonaire va baisser. Il ne faut pas hésiter chez ces patients, surtout s'ils font des crises d'HTAP post-opératoire, à les traiter en réa par du NO et après la réa par des vasodilatateurs tels que le sildenafil, en faisant très attention parce que parfois il y a un œdème de reperméabilisation. Si on donne trop de NO, il ne faut pas le donner à titre systématique. Ce sont des patients qui ont vraiment besoin d'une réa post-opératoire extrêmement vigilante par des gens qui ont l'habitude de traiter de l'hypertension pulmonaire. Parce qu'il n'y a pas de recette miracle. On lève le rétrécissement mitral, les artérioles sont très musclées. Ce sont des patients qui, s'ils ont un problème infectieux, vont faire des crises d'HTAP et il faut bien savoir manager ces crises d'HTAP. Si on leur donne trop de NO, trop de vasodilatateurs, on risque de les noyer. Donc, il faut ajuster vraiment au cas par cas. Mais c'est toujours réversible. Quand on regarde les biopsies, il n'y a jamais de lésion intimale dans de l'HTAP post-capillaire. Jamais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Après, vous avez tout en bas du chat, normalement. Puis Laurence a dit, l'anastomose de POTS permet-elle d'éviter le recours à la transplantation à long terme? Alors moi, j'ai nos patients qui ont des POTS, moi j'ai des reculs de POTS de plus de 10 ans. Moi, dans mes patients, aucun n'a été transplanté après POTS. Actuellement, j'ai une patiente qui a eu un POTS il y a 5 ans qui commence à aller pas très bien là en ce moment. Donc, il est question éventuellement de la transplanter, mais avant de la transplanter, on va les mettre sous Flolan parce que tous les patients qui ont eu un POTS ont tous été sevrés du remodulin. Et c'est la raison pour laquelle on leur fait un POTS. C'est qu'en général, on n'arrive plus à les traiter avec les prostanoïdes, mais peut-être qu'on a tort et peut-être que ces patients à qui on fait des POTS devraient garder des prostanoïdes. Mais nous, notre politique aujourd'hui, c'est de dire on fait un POTS et ils ont vraiment un confort de vie extraordinaire dont le premier patient, premier POTS que l'on a fait, nous, dans le service, c'était le patient, il a plus de 26 ans maintenant, il avait 11 ans quand ça a été fait, donc il y a 15 ans, et il a 0 traitement, et il est surfeur. Donc, mais il y en a quelques-uns, je sais que l'équipe de Marilyn Long a transplanté un patient qui a eu un POTS. Mais en tout cas, pour moi, c'est indiscutablement mieux que la transplantation. Sans aucun doute. Alors, dans quel cas faisons-nous une transplantation cœur-poumon versus que poumon? Uniquement lorsqu'il y a une cardiopathie. Quand il y a un Eisenmenger, tu es obligé de faire cœur et poumon. Après, quand il y a un VD qui est défaillant dans une HTAP idiopathique, en général, on fait une transplantation pulmonaire et on met en assistance le temps que le ventricule droit récupère. Répondu. Et autre question, il n'est donc pas nécessaire de faire un cathé pré-op chez les patients ayant un RM pendant des années. Nous, on ne fait pas de cathé dans le RM. Après, il y a d'autres, ça dépend des équipes. Mais théoriquement, le cathé, c'est pas pour savoir si l'HTAP est réversible ou pas. Sauf si on a un doute sur une HTAP mixte. Il y a certaines cardiopathies, notamment les cardiopathies gauches, les patients qui ont une
très souvent, ils ont une HTAP. D'accord. Donc, je pense que Fanny est parmi nous. Donc, elle est arrivée. Tu m'entends? Oui, très bien. Ok. Elle a plus de chances que hein. C'est bon là? D'accord. Merci beaucoup. Pardon, j'avais juste une dernière question sur les complications du POTS. Est-ce que c'est fréquent, je sais pas, type abcès ou des complications emboliques? Est-ce qu'on a besoin des anticoagulés? Non, pas du tout. Les complications du POTS, le POTS, il est à très haut risque si le patient a une communication interauriculaire associée. Sinon, le risque, c'est le risque opératoire des patients avec HTAP. On les endort. Hein. Il y a quand même, dans notre série, on a 20% de mortalité dans le POTS. Hein. Et ce sont des patients très graves. Et on pense qu'en fait, cette mortalité est liée au fait qu'on attend un peu trop pour faire un POTS. On fait un POTS quand vraiment on est à saturation, on se dit OK, là ça marche plus, on n'a pas d'autre option que de faire un POTS. En fait, maintenant, depuis qu'on fait les POTS, dès qu'on voit que le ventricule droit commence à montrer des signes de souffrance, on a une bien moindre mortalité. Mais il faut que ce soit fait par une équipe qui a vraiment l'habitude. OK? Parfait. Bah, merci et désolé pour cette technique. Il n'y a pas de problème. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Merci. Bon, Fanny, tu as la main sur le partage. Normalement, là, tu peux partager ton écran. D'accord. Hop. Attends, je me suis en allée. Je suis où? Je suis où? Donc, c'est en bas de l'écran, normalement. Ah ouais, j'ai vu, mais je voulais mettre mon PowerPoint. Attends, je vous ai perdu.